La moitié à l'intérieur et l'autre moitié à l'extérieur. 4 camions comme ça. 4. Quand on te donne un travail quand tu le prends, c'est comme un engagement. Donc tu le prends et tu le termines. Tu as vu, tu termines. Bonsoir à tous. Cet homme que l'on vient de voir en Syrie s'appelle Omar Homsen. Il a 40 ans, il est niçois. C'est l'un des principaux recruteurs de djihadistes en France. Il est responsable du départ de dizaines, voire de centaines de jeunes, notamment beaucoup de Niçois que nous avons pu filmer dans leur camp en Syrie. Omar Homsen, le recruteur, avait été donné pour mort. Il avait réussi à faire croire qu'il avait été tué au combat il y a un an. C'est donc Romain Boutilly, pour complément d'enquête, qui a révélé en juin dernier qu'il était bien vivant, qu'il était toujours en Syrie et toujours entouré de ces jeunes originaires de Nice. Nice qui, bien sûr, a connu le 14 juillet le pire attentat jamais commis en Europe par un homme seul. On va en parler ce soir avec Christophe Rouget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commandant de police, porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On se retrouve juste après avoir vu ensemble ce document, Djihad, les recruteurs, un hors-série exceptionnel signé Romain Boutilly, Antoine Husser et Frédéric Prigent. Voilà 5 heures que Salim, notre caméraman, attend le signal. Des djihadistes doivent venir le chercher. السلام ورحمة الله. سليم عمر؟ نعم. أريد عمر أمسن أو معسكر عمر. تمام. Un combattant armé, un Français, vient à notre rencontre. C'est parti. Il va nous escorter jusqu'à son chef. Une heure de route, loin des villes. Nous ne saurons pas où précisément. Salim, le caméraman, est syrien. C'est lui qui filme pour nous. Il peut aller là où les médias occidentaux ne vont presque jamais. C'est exceptionnel. Le chef d'un groupe de djihadistes français a accepté de laisser rentrer une caméra à l'intérieur de son camp. Ce chef est un recruteur originaire de Nice, bien connu des services de renseignement. Omar Homsen, donné pour mort il y a 9 mois, et pourtant bel et bien vivant. Omar Diaby, alias Omar Homsen, serait donc mort en combattant le régime. Il était le recruteur numéro 1 des djihadistes français. L'été dernier, la plupart des médias français annonçaient sa mort, suite à une information diffusée par ses proches. Mais selon Omar Homsen, cette mort était en fait une mise en scène pour lui permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. Il y avait la trace d'Omar Homsen. Impossible à vérifier, mais le djihadiste est bien là, devant notre caméra. Nous allons passer 3 jours à ses côtés. Un tournage réalisé à ses conditions. C'est lui qui a fixé le planning et sans doute sélectionné les combattants qui pourront s'exprimer. Pour les brochettes et tout, on va en prendre. Ils ont de 20 à 25 ans, tous sont français. Ils s'appellent Guillaume, Brian, Kamel. Omar Homsen les a convaincus d'apparaître à visage découvert. Lui et ses djihadistes ne font pas partie de Daesh, mais d'un groupe rival, Jabhat al-Nosra, une branche d'Al-Qaïda. L'islam, c'est pas le djihad. L'islam, c'est pas la hijra. Dans le pick-up, le Niçois tient d'emblée à souligner sa différence avec Daesh. Il professe sa vision du djihad
et les attentats du 13 novembre. Venir faire une opération en plein Paris, venir tuer un monde, il n'y a aucun message dedans qui va toucher le cœur des musulmans en majorité. Voilà, il va toucher ton groupe, parce que ton groupe, ils sont comme toi. Voilà, ils sont comme toi, donc automatiquement, eux, ils vont être heureux. Ouais, ils vont être contents. Après 1 heure de route, première étape du tournage imaginé par le chef djihadiste. Kalachnikov en bandoulière, la vingtaine de jeunes que nous suivons va se baigner. Pas vraiment l'image qu'on se fait de ces soldats d'Allah. Sans l'omniprésence des armes, on pourrait croire à un film de vacances d'une maison de quartier avec dans le rôle de l'animateur Omar Homsen. Ces gens-là, qui sont tout en haut, c'est 2 jeunes qui vont faire un saut depuis ces hauteurs-là. Et en fait, c'est la représentation de la hijra. Parce que Cheikh Anwar al-Awlaki, il a dit que la hijra, c'est comme lorsqu'on est en haut d'une falaise et qu'on se jette sans savoir sur quoi on va tomber. Ça peut être des rochers ou de l'eau. Donc c'est un peu l'image de la hijra. Vous pouvez faire un saut, ce périlleux et tout. Attention, je veux un saut. Salto arrière. Non, pas quadruple. Triple, ça suffit. Vas-y. La hijra, frère, c'est un saut dans le vide. Voilà, Akbar. Toujours comme ça. Scène de propagande savamment orchestrée. Allez. Ou authentique moment de plaisir, difficile de juger. Tous sont en tout cas de vrais amis d'enfance. Tous arrivés du même quartier de Nice à partir de 2013. Sont bonnes au moins? Est-ce qu'elles sont bonnes? C'est des magnums, frère. Quand Daesh mise sur la barbarie pour choquer, eux se laissent filmer en train de manger des glaces. C'est fou, c'est la meilleure celle-là. Rompu à la communication, Omar Homsen est surtout un redoutable recruteur. Visé par un mandat d'arrêt international, souvent présenté comme un gourou qui exerce une emprise mentale sur ses troupes. La relation avec Omar, elle est bien. Je suis bien avec lui. Souvent, quand il nous parle, qui va nous parler un peu avec dureté, c'est pour notre bien. Nous, on voit ça, que c'est pour notre bien et voilà, c'est quelqu'un d'expérience. Je le considère comme mon grand frère et je l'aime beaucoup. 3 ans qu'Omar Homsen les a radicalisés et déracinés un à un. 3 ans qu'ils n'ont pas revu leur famille. J'avais pas une très très belle vie non plus en France. Ce que je faisais, je vivais pas, je travaillais pas. Je faisais souvent des bêtises. Inch'Allah binillah, depuis que je suis venu ici, je suis en train de devenir mieux qu'avant. Quand je parle avec eux, avec ma famille, c'est ouais, comment tu vas, etc. et tout. Et à chaque fois, ils me disent reviens et tout. Mais moi, je leur dis que je peux pas revenir. Je peux pas. Je peux pas aller dans une terre où il y a l'ennemi d'Allah. C'est impossible. Qui sont ces mauvais génies de l'islam? Ces hommes méconnus qui ciblent, manipulent et envoient leurs recrues au combat. Omar Homsen est l'un des tout premiers à avoir fait partir des Français en Syrie. Début 2013, il lance une campagne de recrutement à Nice et dans le reste de la France. Présent dans les quartiers, mais surtout hyper actif sur Internet. Grâce à ses vidéos de propagande, Omar Homsen a fait du djihad un produit marketing. Nous devons faire confiance en Allah. Et wallahi, l'endroit où nous allons aller. Dans son sillage, des dizaines de Français ont ainsi été enrôlés.
Une arme à la main et surtout une caméra dans l'autre. Bien meilleur communicant que chef de guerre. Homsen, c'est le cyber-djihadiste mégalomane. D'autres préfèrent rester très discrets. Fabien Klein, lui, n'a aucun compte sur les réseaux sociaux et n'apparaît sur aucune vidéo. Il est pourtant devenu une voix, celle de Daesh. Minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française, le Stade de France. De la Réunion à Bagdad, de Toulouse à Raqqa, l'insaisissable Fabien Klein est un vétéran du djihad. Proche des frères Merah, ce dangereux idéologue a sans cesse été surveillé, mais rarement arrêté. Depuis 15 ans, il sait vivre dans la clandestinité tout en continuant à recruter. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de ceux qui tirent les ficelles du djihad, les recruteurs. Les djihadistes d'Omar Homsen ont installé leur campement il y a quelques semaines, loin des zones de combat. Une vie étonnamment calme. Aucun bruit de bombardement, juste quelques cris d'enfants. Des petits Français. Là, dans les épines. Ça fait mal, non? La version familiale du djihad. Chaque mois ou presque, des mariages, des naissances. Un quotidien strictement encadré par la loi islamique, la charia. D'un côté, les hommes. De l'autre, les femmes, toutes entièrement couvertes d'un niqab. Aucune d'entre elles ne s'exprimera devant notre caméra. La moitié à l'intérieur et l'autre moitié à l'extérieur. Pour le chef du groupe, l'émir Omar Homsen, l'émigration en Syrie, la Hijra, est un projet de vie à long terme. Après 15 déménagements dans toute la région, les jeunes niçois construisent pour la première fois des maisons en dur. Pour financer les travaux, la vie du campement, les djihadistes peuvent compter sur la Ghanima, les butins de guerre. Ceux qui témoignent se disent heureux et remercient Allah dès qu'ils le peuvent. On est bien ici, et on manque de rien. Et regardez, vous avez vu, on est en train de construire des maisons. Qu'est-ce que vous voulez de plus, subhanallah? Alhamdulillah. On est venu ici en sachant ce qu'on allait trouver. En sachant qu'on allait trouver moins de confort, moins de nourriture, moins d'accès à tout ce qu'on avait là-bas. Donc quand on est venu, on était surpris parce qu'on s'attendait à beaucoup pire. Et Allah nous a facilité. Celui qui sort dans le sentier d'Allah, Allah il facilite. Et nous, alhamdoulilah, on est là, on vit bien. Là, on est en train de construire des maisons. Jamais de la vie en France, on aurait pensé construire des maisons sans devoir travailler des années et des années. Prends une pelle, donne-leur un coup de main. Tu restes avec Abou Saleh. Abou Saleh, Abou Safia, chacun ici se fait appeler par son nom de combattant. Tous obéissent à leur chef, sans broncher. Hé Loulou! J'ai la vérité, moi, des fois, c'est quoi mon problème? Quand tu as dit je travaille et je pars, voilà, des fois, je suis sérieux, je travaille bien, il y a des fois, je sais pas, j'ai pas envie, je sais pas, l'envie de travailler, elle n'est pas. Voilà. Et on te dit, vas-y, fais. Quand on te donne un travail, quand tu le prends, c'est comme un engagement. Donc tu le prends et tu le termines. Tu as vu, tu termines, c'est une confiance. Chef des travaux, chef de guerre. Arrête de demander, va le chercher. Sur le camp, l'omniprésent Omar Homsen est aussi imam. Celui qui reconnaît avoir 3 femmes incite chaque combattant à faire venir de France sa copine. Il célèbre ensuite les mariages sur le camp, en Syrie, ou comme ce jour-là un baptême musulman.
celui du bébé de Guillaume. Pour l'occasion, un mouton va être sacrifié. Le prédicateur, qui ne parle pas arabe, va faire un long prêche. Il en profite au passage pour dénoncer un manque de tolérance de la France envers les musulmans. L'animal, une fois qu'il est comme ça, on tranche la patte, on fait un petit entaille, on met un tuyau. Nous en France, moi je me rappelle quand on faisait ça en France, on se cachait parce que la loi française ne permettait pas de faire ça. Et donc en fait c'était une loi hypocrite parce qu'ils disaient non c'est interdit, mais quand on allait acheter nos moutons, eh bien on les mettait dans les voitures et des fois on passait devant les barrages de police et ils voyaient les moutons et ils disaient allez-y, allez-y, allez-y. Donc c'est un peu des lois hypocrites, ils disaient non mais voilà. Durant ces 3 jours, nous n'avons filmé aucune scène de combat. Allez vas-y, on soulève, il faut du monde. Benyad Mechoui, le chef djihadiste, a choisi de nous montrer des moments à la fois tranquilles et symboliques de la vie musulmane. Durant notre tournage, certains jeunes auraient pourtant été amenés à combattre, mais pas ceux que nous filmions. Nous avons pu récupérer une partie des archives personnelles d'Omar Homsen. Des images bien loin de la vie paisible du camp. Les frères, chacun sur un bonhomme, écartez-vous, visez votre bonhomme et marchez sur lui. Le recruteur filme et commande tout, même les séances d'entraînement. Pour les nouvelles recrues, la formation militaire est obligatoire. Seuls les hommes combattent. Genoux. Mais Omar Homsen met également en scène les femmes, juste pour l'image. Encore une. Encore une. C'est bon, nickel. Nous avons récupéré cette ville en seulement 4 jours. Je crois c'est 4 jours. Même sur la ligne de front, Homsen ne quitte pas sa caméra. On va continuer, on va prendre tous les Akia et ensuite on va aller prendre Kassep. Plus concentré sur l'image que sur les tirs ennemis. Regardez cette grande ville. Cette ville qu'Allah a donnée aux Moudjahidines, qu'Allah a donnée aux musulmans et que maintenant... Ouh. Bon, elle n'est pas tout à fait prise, mais voilà quoi. Sur ses propres images, Omar Homsen n'apparaît que rarement en situation de combat. Contre qui se bat-il au juste? J'ai pu lui poser directement la question. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, 2 secondes. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa fausse mort. L'entretien se fait à distance, par Internet. Vous-même et votre groupe, est-ce que concrètement vous combattez? Notre ennemi est ciblé, c'est-à-dire notre ennemi c'est Bachar al-Assad. Nous sommes des personnes qui revendiquons haut et fort notre dogme islamique, qui est la Aqidah, qui dit que quand une nation musulmane est attaquée, tous les musulmans doivent venir à son secours. Donc quand nous sommes en France et que nous voyons le peuple syrien se soulever contre son gouvernement et ensuite se faire massacrer, c'est une obligation pour nous de quitter ces pays-là et de venir les secourir. Donc oui, nous faisons le djihad, mais le djihad, en fait, c'est un combat noble. C'est un combat noble, car c'est un combat de secours et de défense. Selon Omar Homsen, le groupe qu'il dirige a participé à une dizaine de batailles en 3 ans, beaucoup moins que chez Daesh. Allez les frères! Le voici, mêlé aux troupes de Jabhat al-Nosra, lors de l'offensive autour de Girs, l'été dernier. Allez les frères, ils sont encore là! Sur ces images apparaît Guillaume, le jeune niçois qui baptisait son fils.
toujours filmé par Omar Homsen. Allahu Akbar! Ils sont où? Ils sont partis? Il y a la mosquée bleue là, sur la route juste en bas à droite. Allahu Akbar! Ils viennent de repousser l'armée du régime de Bachar al-Assad. Comme la plupart des djihadistes, les Français aiment parader après les combats. Aussi fiers que s'ils avaient libéré leur propre ville, comme ici à Idlib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, regarde la tête du Tarout, la tête du Tarout. Galvanisés par la reconquête des bâtiments officiels, tels des automates fanatiques. Alhamdulillah, on marche aujourd'hui sur le côté de Bachar dans la ville d'Idlib. Inch'Allah, on va marcher sur la tête de tous les tawarit arabes. Au contact d'Omar Homsen, les jeunes Français semblent avoir pris goût à la guerre et à la violence. Allahumma inna lak al-hamd, Allahumma inna lak al-hamd. Salam alaikum. Film, mon frère. Dans les rues d'Idlib, fraîchement reprises au régime, étrange moment d'euphorie. Allahu Akbar! Frère, c'est Nice. Frère, c'est presque frère, t'as raison. C'est Nice. T'as vu Nice, la Côte d'Azur? C'est autant de bâtiments, c'est autant de magasins. Mélange de rire et discours de haine. Avec Hariten, on va libérer ville par ville, rue par rue, immeuble par immeuble, Inch'Allah. Et on va arriver là-bas et on va les égorger les juifs. Cette haine de l'ennemi les pousse-t-il à commettre des exactions sur la population, comme le fait Daesh? Rien, à aucun moment, ne l'indique sur ces images. Là encore, Omar Homsen tient à marquer sa différence. Depuis 3 ans que vous êtes, vous et votre groupe, en Syrie, vous avez bien sûr assisté aux exactions commises par l'État islamique, à l'application violente de la charia. Est-ce que vous les condamnez? Ils ont une compréhension de la charia qui est différente de la nôtre. Nous avons une méthodologie complètement différente de celle de l'État islamique. On éduque d'abord la population. On la fait comprendre et on l'a fait aimer aussi la religion. Et ensuite, eux-mêmes demanderont que la justice soit appliquée. Et donc, à partir de là, nous pourrons appliquer les lois de la charia. Ah, Yahya, ils sont pas cuits, laisse-les frère, laisse-les cuire. Yahya. Comment un seul homme a-t-il convaincu autant de jeunes d'aller se battre à 3500 km de chez eux? C'est dans ces quartiers qu'Omar Homsen a connu la plupart de ses futurs recrues pour le djihad. Le franco-sénégalais, de son vrai nom Omar Diaby, y est déjà une figure locale. Un grand frère qui navigue depuis 10 ans entre le banditisme et la prison. Tous les jeunes du quartier ont entendu parler de ce braqueur. Un jour de 2003, il s'en est pris à la forteresse ultra sécurisée de Monaco, à quelques kilomètres de là. 2 bijouteries dévalisées en plein jour. Sa réputation est faite. Il a déjà une sorte de légitimité charismatique en raison de son passé de grand délinquant. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait plusieurs braquages. C'est quelqu'un qui a du sang sur les mains puisqu'il a été impliqué dans une affaire d'homicide. C'est entre guillemets, c'est un peu un boss de la cité. Hein. C'est quelqu'un qui est craint dans les cités comme un gros caïd de cité, effectivement. En plus, il est physiquement impressionnant. Il en joue. Les jeunes s'identifient à lui? Enfin, moi, ce que j'en ai rencontré quelques-uns, il y avait une véritable phénomène d'identification, voire de mimétisme. C'est-à-dire qu'ils veulent être comme lui. Mais après sa dernière sortie de prison, Omar Diaby aurait eu un déclic. Il se serait plongé dans la religion. Sa tante, Asifatou Gueye,
longtemps resté très proche de lui, se souvient d'un ex-détenu qui faisait très bonne impression dans la famille. Il était calme, il sortait pas beaucoup. Si c'est pas la mosquée, c'est sa mère. Voilà. Tout ce qu'il faisait, moi, ce que je voyais, qui disait les enfants, il faut faire la prière, il faut se comporter bien. Et nous tous, pour nous, on dit, ben, c'est bien, parce qu'il a changé, parce qu'il fréquentait des voyous, tout ça. Je dis, ben, c'est bien, parce qu'il a changé, tout ça. Pour nous, c'était quelqu'un de bien. Ça ne va pas durer. Omar Diaby glisse rapidement vers un islam plus rigoureux. Quand il est sorti de prison de Nice, là, c'est là que je le voyais avec un petit peu de truc, avec son pantalon court, là. Ah, mais non. C'est en prison qu'il s'est un petit peu rapproché de la religion? C'est après la sortie de prison de Nice qu'on a vu que vraiment il y a un changement. Il était radical, vous pensez? Ben, moi, je ne sais pas si on appelle ça radical ou je ne sais pas si le fou, je ne sais pas, mais en tout cas... Passé en quelques mois du banditisme au salafisme, il est devenu un musulman très conservateur. Il délaisse la mosquée de son quartier, trop modérée à son goût. Le Niçois se lance alors dans un prosélytisme acharné dans la rue. En bas des tours, le repenti utilise sa réputation d'ancien voyou pour impressionner et convertir les jeunes. Ce qui explique qu'il a un nombre de fidèles important, à mon sens, c'est vraiment ce travail quotidien, d'abord qu'il a fait de prédication dans la ville de Nice, dans les quartiers populaires de Nice. Il allait voir les jeunes, il allait leur dire non, ça il faut pas, fais ta prière. Va à la mosquée, n'en va pas à la plage, sinon tu vas aller en enfer. Il faisait peur vraiment aux jeunes, mais sur un terrain religieux. En permanence, ces rappels au quotidien. Et donc il avait cette ascendance sur les gens. Il a réussi à les hameçonner, il ne va pas les lâcher. Le prosélyte organise des matchs de foot suivis de réunions. Elles se déroulent à quelques mètres, dans un lieu qu'affectionnent les jeunes. Son snack. Le voici filmé 8 ans plus tôt par les caméras de France 3. Voilà mon ami Omar, mon ami d'enfance. Diaby est alors un petit patron, tout juste sorti de prison. On se voit entre collègues, si quelqu'un a une bonne idée, on se réunit et entre amis d'enfance. Et voilà, on donne un coup de pouce à l'autre et ensuite chacun monte son affaire et petit à petit il rembourse. Ce snack va devenir son centre de radicalisation. Sandwich offert et partie de jeux vidéo pour appâter les jeunes. Des heures durant, au fond du restaurant, il les initie au salafisme. Il s'y prenait comme faisait il y a 20 ou 30 ou 40 ans le curé du quartier. Comme faisaient les jeunesses communistes dans les maisons des jeunes et de la culture. Il y avait un vrai maillage des quartiers. Ce maillage a disparu et il a laissé la place aux prédicateurs ou à des gens qui font exactement le même boulot que faisaient les curés, c'est-à-dire proposer des sorties, des réunions, de la discussion, du sens. Il leur amène le truc qui dit, regarde, tu vis ici, t'es pas bien, t'es souvent dans une famille monoparentale, la plupart des gamins, ils n'ont pas de papa, le papa a disparu complètement, et il leur amène de l'espérance et du sens. Et je pense que ça fait partie du terreau sur lequel il a construit ses recrutements. 3 ans avant la Syrie, le prédicateur commence déjà à vendre à ses nouveaux disciples un projet concret. Émigrer vers une terre d'islam, la Hijra. Ce message, il y a 2 principaux courants dans l'islam. Il entend le diffuser à toute la France. Il s'enferme chez lui 12 heures par jour et réalise une série de vidéos de propagande censées révéler la véritable histoire de l'islam Oh vous les croyants, et même de l'humanité. Vous avez 2 chemins qui vous sont proposés. Celui que l'Occident vous propose et celui qu'Allah vous impose. À vous donc de faire votre propre choix. Mais celui qu'Allah veut pour vous commence par la hijra.
Images d'actualité, références coraniques, théories complotistes, effets spéciaux. Une propagande bricolée mais très efficace et surtout largement sous-estimée par les autorités. Ces vidéos qui sont diffusées sur YouTube, sur Dailymotion et initialement sur Facebook, sur sa page à lui, puisqu'il avait une page qui était suivie par des milliers de personnes, elles passent en dessous des radars médiatiques, c'est en dessous des radars sécuritaires. Personne n'imagine et ne réalise l'impact que ça, c'est en train d'avoir sur des dizaines, voire des milliers de jeunes. Le logiciel est installé dans la tête des Niçois. Il ne leur manque plus qu'un événement pour basculer. Fin 2012, le conflit syrien tourne au massacre. Les images de Bachar al-Assad bombardant son propre peuple choquent le monde entier, à commencer par Omar Homsen. Le propagandiste intègre quelques-unes de ces images les plus insoutenables dans ses propres vidéos. Aujourd'hui, si les musulmans vivent ce qu'ils vivent, subissent ce qu'ils subissent, vivent sous l'oppression, l'agression et l'humiliation, s'ils sont combattus... Après la hijra, il appelle désormais au djihad. Et lorsqu'on leur dit, mais il y a une autre solution, qui est le djihad défensif, le djihad farda'in. Dans le quartier, Omar Homsen intensifie les recrutements. Il invite de nouveaux groupes d'amis dans son snack. Grâce aux vidéos, il les convainc que le djihad va changer leur vie. Lorsqu'on leur dit, mais il y a une autre solution, qui est le djihad défensif. On leur a promis qu'ils seraient les héros de l'islam, qu'ils sauveraient des hommes, des femmes, des enfants dans une situation de grande douleur. On leur a dit que la vie serait facile, beaucoup plus facile que ce qu'ils vivent en Europe, où manifestement ils sont haïs. On les a convaincus de l'inutilité de leur vie ici et du sens qu'ils se prendraient cette vie dans cette zone du monde. Et puis, il leur promettait le paradis, tout simplement. Partir là-bas, c'est accès direct au plus haut degré de paradis pour tous les moudjahidines qui sont partis combattre. Non seulement vous aurez le paradis, mais en plus, vous souffrirez l'équivalent d'une douleur de moustique à la première égratignure. Et à la première goutte de sang versée, vous êtes un martyr. Donc, vous accédez au plus haut degré de paradis. Le recruteur s'adapte à ses cibles. Aux violents, il parle de combat. Aux âmes sensibles, d'aide humanitaire. Aux plus religieux, il récite le Coran. En 6 mois seulement, les jeunes du quartier sont retournés. On n'arrivait plus à vivre avec cette conscience. On se sentait hypocrite et on voyait qu'on délaissait nos obligations vis-à-vis des musulmans et des faibles qui se faisaient attaquer sans cause, sans raison valable. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce qu'Allah a dit et son messager. Et après, je me suis décidé à partir. Brian et ses copains sont partis du jour au lendemain, comme pour une fugue, dissimulant jusqu'au bout leur projet à leurs proches, sur les conseils d'Omar Homsen. À l'été 2014, tout le quartier est traumatisé. Nous avions alors rencontré plusieurs mères de famille, désespérées. Comme celle de Brian, 17 ans à l'époque. Il venait à peine de se convertir. Moi, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi dire. Je suis là, voilà. On est tombé dedans comme ça du jour au lendemain. Et voilà, je veux rester en contact avec lui, je lui demande s'il va bien. Voilà. Moi, tout ce qui compte, c'est qu'il va bien. Et chaque fois, je lui demande de rentrer. Brian était parti avec son ami d'enfance, Frédéric, 19 ans, sans emploi. Ce jour-là, sa mère découvrait à peine le rôle néfaste joué par Omar Diaby. C'est pas ces gamins qui ont appris, qui savent que les femmes se font tuer, ils connaissent rien, ils savent même pas qui est Bachar al-Assad, ils savent même pas ils connaissent aucune politique, aucun... Fred, il faut pas y demander même qui est le président de la République, je suis certaine qu'ils sauraient pas
vous répondre à l'heure actuelle. Il ne s'intéressait pas particulièrement à la situation politique Pas du tout. Rien, mais rien, de rien. Je ne sais pas comment on peut utiliser des enfants pour une religion, pour des guerres. C'est de l'abus de faiblesse? J'ai pas de mots pour ça, j'ai pas de nom. C'est tellement horrible, j'ai pas... Même les pires des mots que je pourrais dire, ça les définirait pas, ces gens-là. Est-ce que vous comprenez que les familles puissent penser que vous les avez manipulés et que vous avez gâché leur vie? Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne comprends pas trop ça. S'ils ne voulaient pas que leurs enfants connaissent l'islam ou etc., eh bien, il aurait fallu trouver une solution chez eux. Donc, c'est des choses, c'est tout à fait naturel, c'est comme ça. Eh bien, les familles sont frustrées, ils préfèrent voir leurs enfants continuer de fumer, de boire ou être en prison. Ils préfèrent ça que l'islam. Un homme sans état d'âme. Comme beaucoup de recruteurs, il a également enrôlé des membres de sa propre famille. Sa tante est en dépression depuis 3 ans. Moi, en tout cas, il m'a tué parce qu'il a vidé ma maison. Voilà, il a vidé ma maison. Il a ramené tous mes enfants, tous les 8 petits-enfants avec lui, et leur mère et père. Ça fait mal quand vous voyez les enfants, mes enfants qui étaient là avec moi tout le temps. Les enfants qui étaient bien et tout. Hein? Et tout d'un coup, comme ça, on les voit tous partir un par un. Ça fait mal aussi. Hein? Depuis notre tournage, l'une des filles de Madame Gay, que nous avions croisée ce jour-là, aurait rejoint elle aussi le groupe d'Omar Homsen en Syrie. Elle avait déjà effectué un aller-retour en 2013. À l'époque, malgré les surveillances policières, Diaby assure aussi un soutien logistique. Itinéraire, hôtel, passeurs, une vraie filière d'acheminement. 20, 30, bientôt 80 départs rien que pour Nice. 200, peut-être plus, dans toute la France. Omar Diaby a fait plus qu'ouvrir la route. Il a pavé le chemin, il a guidé tout le monde. Et une fois qu'ils étaient en Syrie, c'était l'équivalent d'un guide du routard pour djihadistes français. Clairement. Si Omar Diaby et ses proches n'avaient pas pu faire ce qu'ils ont fait, je pense qu'on peut facilement imaginer qu'il y aurait aujourd'hui un quart de djihadistes français en moins en Syrie. Mohamed Rasulullah, Mohamed Rasulullah, la ilaha illallah. 3 ans plus tard, le contexte a bien changé. Autour d'Omar Homsen, le nombre de combattants a été divisé par 4. Ce jour-là, 2 combattants d'un groupe allié viennent de se faire exploser en kamikaze sur une position ennemie. Regardez là. Qu'Allah les accepte. Des mômes des quartiers, désormais fascinés par la mort. Depuis 2013, une dizaine de jeunes seraient morts parmi les recrues du djihadiste français. Omar Homsen est parvenu à convaincre ceux qui sont encore en vie que finir sous les balles est une récompense de Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un franc. Il y a eu un franc, alhamdoulilah, et on a participé à ce franc. J'ai utilisé ma kalash. Quand je voyais l'ennemi d'Allah, je visais avec ma kalash, et Allah, c'est lui qui tire. Et je visais l'ennemi d'Allah. Et alhamdoulilah, j'en ai tué.
par la grâce d'Allah. Et voilà. Je vais rester ici jusqu'à atteindre mon objectif, le Firdaus al-A'la, le martyr, Inch'Allah. Qu'Allah nous l'accorde. Glorifier la mort, admirer les terroristes. L'emprise d'Omar Homsen et de son idéologie est totale. Dans sa tente aménagée en cellule média, il continue de réaliser ses vidéos de propagande. Cabu disait aussi souvent, un jour, vous allez voir, ils vont nous tirer tous dessus. Ouais. La prochaine est un hommage glaçant aux frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo. J'ai le souvenir que la conférence de rédaction s'était très bien passée, que tout le monde était en forme. C'était la première fois qu'on se voyait depuis la nouvelle année. Qu'est-ce que tu en penses de cette démarche? On nous attend avec une grosse tête de Mahomet, tu vois, moi je pense. Veut-il attirer de nouvelles recrues? Le djihadiste franchit en tout cas une étape. Il légitime le terrorisme. La sentence, elle a été montrée par le prophète Mohammed lui-même à son époque. D'accord? Donc, ceux qui l'ont insulté ont été exécutés. Donc, si le fait de soutenir les Kouachi fait de moi un terroriste, alors je suis un terroriste. Parce que si quelqu'un insulte notre messager, la sentence, c'est pas d'aller et d'argumenter. Cette fois-ci, on n'argumente pas avec ces gens-là et on applique et on fait ce que les Kouachi ont fait. Est-ce que vous-même, vous auriez été capable de mener une telle opération? Si Allah me l'avait permis, j'aurais voulu être choisi pour faire cela. À ce jour, rien ne permet d'établir qu'Omar Homsen serait lié à un attentat. Mais nombre de Français qui ont vu ces vidéos ou qu'il a lui-même recruté sont passés entre-temps dans les rangs de l'État islamique, beaucoup plus violents. Sa responsabilité, c'est d'avoir amené des jeunes dans un endroit où ils n'auraient jamais dû être, de les avoir exposés à la mort d'abord, et puis pour certains, je ne sais pas quel est le pourcentage, et de toute façon c'est plus une histoire de pourcentage, d'en avoir fait des Daoud, des gens qui vont revenir avec de la haine. Beaucoup de gens qui sont là-bas s'endurcissent et deviennent de plus en plus dangereux en cas de retour, puisqu'ils sont capables de mener des opérations armées, ce qu'ils n'auraient pas pu faire sans la formation militaire en Syrie. Il y a sans doute parmi les gamins qui sont partis là-bas des jeunes gens qui sont devenus de vrais djihadistes, des jeunes gens en colère et des jeunes gens qui sont sans doute prêts à revenir, comme le 13 novembre à Paris, faire ce que d'autres ont fait. Dans l'ombre de ceux qui sont passés à l'acte sur le territoire français, on trouve aussi d'autres recruteurs. Parmi eux, Fabien Klein, un Toulousain de 38 ans. Au soir du 13 novembre, la capitale est frappée en plein cœur. Des attaques simultanées à Saint-Denis et dans Paris. 130 morts. 24 heures plus tard, un enregistrement arrive de Syrie. Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes. Son phrasé, son accent, les services de renseignement reconnaissent immédiatement la voix qui lit le communiqué de Daesh. Ils la connaissent depuis 15 ans. C'est celle de Fabien Klein. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Sur la macabre vidéo, à la gloire des 8 kamikazes, une autre voix entonne des nashids, des chants religieux. C'est celle de son frère cadet, Jean-Michel. Depuis 15 ans, Fabien, le leader, a enrôlé des dizaines de jeunes Français partout où il est passé. Omar Homsen, le mégalo, misait tout sur le buzz. Lui est un dangereux idéologue qui a toujours agi dans l'ombre. Après le 13 novembre, les enquêteurs refont son parcours. Ils se tournent vers Alençon, dernière adresse connue de Fabien Klein. Quartier populaire de Persaigne, il y a vécu une partie de sa jeunesse.
il y possède toujours de la famille. L'une de ses proches, interrogée par les policiers, a accepté de nous aider à comprendre. Comment les deux frères ont-ils basculé? D'où vient leur haine? Elle-même, encore sous le choc, cherche à résoudre une énigme. Avant d'être musulmans, ils allaient dans les bars. Ils étaient chanteurs de rap. Ils faisaient des concerts. Ils fumaient. Ils buvaient. Ils ont attaqué qui? Des gens qui se détendaient, qui buvaient un verre, qui fumaient, qui allaient dans des concerts. Tout ce qu'eux, ils faisaient avant. Donc, ils ont oublié d'où ils venaient. Inséparables, les deux frères passent leur jeunesse ballottés entre La Réunion et Alençon. Groupe de rap, BEP de métallurgie abandonné et petite délinquance. Jusqu'au jour où ils délaissent la Bible pour le Coran, ils ont 20 ans. Presque toute la famille catholique pratiquante va alors progressivement se convertir à l'islam. Sous l'influence déjà de Fabien, le plus érudit, au discours séduisant. Il parle bien, il s'exprime bien. C'est-à-dire? Il a une éloquence où on aime bien l'écouter parler. Moi, après être devenue musulmane, j'aimais beaucoup l'écouter parler de la belle religion musulmane. Pas de ce qu'il fait là, mais de la vie de notre prophète, tout ça. C'était une belle chose. Il en parlait, c'était de l'amour qui sortait de sa bouche. Qu'est-ce qu'il disait par exemple? Que notre prophète était bon, que l'islam était bon, tous les bons côtés de l'islam. Les deux convertis cherchent alors une grande ville pour, disent-ils, pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Ce sera Toulouse, dans le quartier du Mirail, où les salafistes commencent à avoir de l'influence. Sans travail, ils vivent surtout des minima sociaux. Les frères Klein se marginalisent. Pour vivre, ils vendent aussi des produits islamiques sur les marchés du quartier, une curiosité pour l'époque. Ils font beaucoup de propagande. Ils vendent des livres, des cassettes sur des étals. Ils apparaissent bien sûr au grand jour, proposent la littérature coranique. Ils ont été vite repérés pour cela parce qu'ils sont quand même atypiques à cette époque-là, dans le quartier du Mirail, avec leur barbe, leur djellaba, et puis leurs épouses qui sont couvertes de la tête aux pieds, qui portent la burqa, ce qui à l'époque est très rare. À tel point qu'on les appelait le clan des Belphégor, parce que c'est vrai qu'elles étaient, enfin, on ne pouvait pas les rater. Le duo est bien rodé. Dans l'ombre, Jean-Michel assure les ventes. Fabien, lui, apostrophe les passants avec des tracts. Il convertit à tour de bras une centaine de jeunes en quelques années. Et petit à petit, donc avec son frère, ils vont tisser cette toile sociale, cette toile radicale qui va leur permettre d'être un peu au centre des choses. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'ils vont faire l'objet d'une surveillance par les services de renseignement. La police est d'autant plus méfiante qu'au même moment, les islamistes viennent de montrer au monde entier ce dont ils sont capables. Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda fait basculer l'Occident dans l'ère du terrorisme de masse. L'intervention américaine en Irak, 2 ans plus tard, fera basculer certains Français dans l'idéologie djihadiste. Les frères Klein seront parmi les premiers. Sur les marchés, Fabien Klein commence à vendre des cassettes à la gloire de Ben Laden et traduit ses discours. Il veut être, comme lui, un leader influent. Alors, pour gagner en crédibilité, les deux convertis vont voyager. Dès 2003, direction Le Caire, où ils vont apprendre l'arabe littéraire dans les écoles coraniques. Régulièrement, ils rencontrent aussi des imams radicaux en Belgique, à Molenbeek. Il parle arabe, connaît parfaitement le Coran. Fabien Klein est devenu un prédicateur redoutable.
Il a agrégé autour de lui une mouvance radicale, sous l'œil impuissant des policiers. C'est toute la difficulté pour les services de police, tous ces gens-là qui sont les prédicateurs, qui sont en arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'ils ne commettent rien de délictuel. Et la police française, pour les neutraliser, elle doit avoir des délits ou des crimes qui doivent être commis. Le prosélytisme n'est pas interdit, quelle que soit la religion. Le fait de convertir des gens non plus. Fabien Klein est donc libre d'emmener ses recrues en week-end à la campagne. À 1 heure de Toulouse, dans le petit hameau d'Artigat, dans l'Ariège. Là où vit un homme clé pour toute une génération de djihadistes. Bonjour. Olivier Corel, 69 ans, alias l'Émir Blanc. Il a longtemps hébergé et enseigné la religion aux frères Klein. Rien d'illégal. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie. Je suis malade. J'étais interrogé pendant 2 ans par maître très vite, je m'avais pas. Et puis je suis vivant toujours. Je suis dehors, libre toujours. Libre et jamais condamné par la justice. C'est pourtant bien dans sa ferme que se sont tenues d'innombrables réunions durant lesquelles Olivier Corel parlait du Coran, de géopolitique et des bienfaits de la guerre sainte. Au premier rang, Jean-Michel et surtout Fabien Klein, qui va vite passer de la théorie à la pratique. C'est tout un réseau d'islamistes qui a été démantelé cette semaine. C'est dans cette maison isolée qu'est intervenue tôt ce matin la division antiterroriste. Fin 2006, 2 Toulousains que Klein a incités à partir sont arrêtés les armes à la main alors qu'ils tentent de rejoindre le front irakien. Resté en France, l'idéologue Fabien Klein est désigné comme tête pensante de cette première filière djihadiste. Il est condamné à 5 ans de prison. Fabien Klein apparemment n'a jamais eu l'intention de partir en Irak. Il l'a peut-être fait croire à ses recrues, peut-être qu'il a hésité un moment. Une des recrues qu'il a envoyées en Irak dira de lui, en fait, c'est quelqu'un d'assez peu courageux. Sa vision du djihad, c'était d'envoyer les autres mourir à sa place. Donc là, se dessine un peu une personnalité d'un recruteur de l'ombre, d'un mentor, d'un idéologue, d'un maître à penser, qui lui-même n'envisage à aucun moment de commettre un attentat, ni même d'aller combattre les armes à la main. 3 ans plus tard, en 2012, alors que Fabien Klein est toujours en prison, un de ses proches, visiteur assidu d'Artigat, va lui aussi passer à l'action. Mohamed Merah, le tueur au scooter qui a abattu froidement 7 personnes à Toulouse. Merah, le petit voyou qui s'est radicalisé dans les mêmes quartiers, dans la même nébuleuse islamiste. Merah et Klein, ensemble en 2006, dans la même école coranique en Égypte. Pour l'avocate des familles des victimes, Mohamed Merah et son frère Abdelkader n'ont pas pu basculer dans la folie djihadiste sans l'aide de Fabien Klein. C'est des personnes qui étaient à la recherche d'un mentor, de quelqu'un qui pouvait leur donner l'assurance de passer à une action. Ils avaient tout en eux et ils avaient besoin de cette pulsion. Et ils l'ont trouvé auprès de Corel. Et surtout, grâce aux enseignements de Fabien Klein. C'est quelqu'un qui, idéologiquement, avait une capacité extraordinaire à encadrer et à endoctriner des jeunes. À sa sortie de prison, Fabien Klein n'a rien perdu de ses convictions radicales. Interdit de séjour à Toulouse, il revient s'installer à Alençon. Dans un premier temps, il se fait discret. Une vie normale. Genre, par exemple, il part le matin, il va au boulot, il rentre le soir tranquillou. Voilà. Il se pensait pas surveillé. Ou peut-être qu'il se pensait surveiller et qu'il n'avait rien à foutre. Peut-être. Et qu'est-ce qu'il faisait de sa vie au quotidien, de ces journées? J'en sais rien. Il travaillait? Non. Il ne voulait pas s'intégrer dans la société. Fabien Klein reprend alors sa seule activité connue, la vente de produits religieux sur les marchés. C'est ces produits à Fabien
C'est quoi? Des produits islamiques de bien-être faits à base de graines de nigel. C'est de l'huile de massage. Là, c'est du shampoing pour les cheveux, du savon. C'est voilà, quand il allait en Belgique, en Allemagne. Et pourquoi il aurait été en Belgique pour faire ça? Ah bah ça, j'en sais rien. Ah, ça, je peux pas vous le dire. Je suis courant de rien, donc je peux vous dire, je sais pas. L'Allemagne, je peux vous dire, il m'en avait parlé, c'est parce que c'était moins cher au niveau des contenants. Avec sa casquette de vendeur ambulant, Fabien Klein voyage chaque semaine. Régulièrement, il va se réapprovisionner en livres, vêtements islamiques, produits de bien-être, chez des fournisseurs en Belgique. L'ex-détenu, qui a vécu 10 ans entouré de disciples, vit désormais isolé. Il va tenter de retrouver une influence dans cette mosquée, à Alençon. Début 2013, il vient prier ici 5 fois par jour, inscrit ses 3 enfants à des cours d'arabe. Dissimulant son passé de terroriste, il tente de charmer le directeur, puis les fidèles. Moi, j'ai discuté avec lui, donc il avait un savoir dans la religion. C'est quelqu'un qui... c'est un beau parleur. Il impressionne celui qui est en face de lui. J'avais même pensé... parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'imam. J'avais même pensé lui proposer de faire un prêche, pour vous dire. Est-ce qu'ici, concrètement, il a tenté de réunir en marge de la prière des groupes? Je pense qu'il a essayé, en parlant aux gens, parce que chaque fois on le voyait avec différents groupes, donc il essayait de les attirer. Mais des jeunes? C'est des jeunes, en général c'est des jeunes et des convertis. Le djihadiste ne sera pas resté discret bien longtemps. 6 mois après sa sortie de prison, il a replongé. Écarté de la mosquée, il loue alors un second appartement au nom de sa femme. Il organise des réunions avec des jeunes musulmans d'Alençon. Certains parlent d'un lieu de prière clandestin. Dans cette petite impasse discrète, les habitants s'inquiètent de cet étrange manège. Une employée d'un commerce voisin Bonjour madame. Nous le confirme. Fabien Klein, là. Vous voyez qui c'est, lui? Parle non. Ah oui. Et là, comme ça, je connais. Même il est venu faire le cours chez moi. Il est habillé comment? Une robe, ça s'appelle Jalab Roche. Est-ce qu'il se rappelle? Avec un robe blanc, avec un truc, un truc blanc qui met sa tête, et qu'il y a plusieurs personnes en barbe. C'était là, il y en a une quinzaine, était là. Moi, juste au début, je croyais que c'était comme des imams. Une quinzaine de musulmans, les nouveaux disciples de Klein. Mais son discours en faveur du djihad, et surtout son passé de terroriste, les effraie. Il lui tourne le dos. Au même moment, il voit tous ses proches rejoindre un à un les rangs de Daesh. Parmi eux, son frère Jean-Michel et toute sa famille. Isolé, surveillé, Fabien Klein se met à songer à la Syrie. Il a bien sûr continué à faire l'objet d'une surveillance. Il ne pouvait plus venir à Toulouse, donc il avait quand même perdu de ses contacts. Il n'avait pas droit d'avoir de relations avec beaucoup de personnes dans le cadre de son contrôle. Donc pour lui, c'était devenu un petit peu difficile. Et sans doute que la fuite en avant vers les terres de combat était peut-être une solution de facilité. Peut-être a-t-il considéré que sa vie à Alençon était désormais sans saveur et sans avenir, sans perspective, en tout cas au regard de son idéologie, et qu'il n'y avait qu'en Syrie qu'il pouvait se régénérer, retrouver ses anciens copains de la cellule d'Artigat et reconstituer à la fois une bande et une famille. Mais le djihadiste, connu de tous les services, ne peut pas prendre l'avion. Trop risqué. Il lui faut un soutien logistique, une équipe. De nouveau, il va recruter. Début 2015, Fabien Klein met le cap sur la Seine-Saint-Denis.
Il peut compter ici sur de vieilles amitiés, bien implantées, non pas dans les mosquées, mais dans un réseau de garages automobiles. Autour de Pierrefitte, d'Uni, des islamistes radicaux gèrent plusieurs magasins comme celui-ci. D'après nos informations, c'est ici qu'il va préparer son départ en Syrie, là encore, sous l'œil des renseignements. Il s'appuie sur l'aide d'un converti, rencontré 10 ans plus tôt dans les écoles coraniques égyptiennes, Adrien Guilal. C'est lui qui va présenter à Klein 2 nouvelles recrues très utiles, Makrem Arbrougui et surtout Thomas Maillet, 27 ans. Le jeune homme, garagiste, vit dans un quartier pavillonnaire à Villetaneuse. Thomas, un profil de proie idéal. D'une famille libanaise aisée, Thomas est catholique pratiquant, féru de politique et de voyages au Moyen-Orient. Depuis ses 18 ans, il est hébergé par sa tante. Elle l'a toujours connu mal dans sa peau, voire dépressif, sans cesse tourmenté par des questions existentielles. On avait des grandes discussions sur la religion chrétienne. Et là, il cherchait. On sentait qu'il cherchait des réponses à ces questions. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Je sais qu'il a rencontré un prêtre à Saint-Denis. Je sais qu'il a rencontré un évêque. Je ne sais pas lequel. Il ne m'a pas dit. Il avait besoin de rechercher auprès d'hommes religieux des réponses. Cet homme religieux, ce sera finalement le recruteur djihadiste. Le jeune garagiste, un peu timide, sera sa toute dernière recrue. Il accepte un poste dans l'un des garages autour duquel gravite Fabien Klein. Au contact de ces musulmans radicaux, il se métamorphose en quelques semaines. Son look changeait, il laissait pousser une grande barbe, il avait des vêtements qui n'étaient pas des vêtements européens, on le voyait bien. Il mettait un camis? Oui, voilà. Je lui ai dit, tu veux devenir musulman, c'est bien, mais fais attention où tu mets les pieds. Il y a des mouvances qui sont très dangereuses. Non, non, t'inquiète pas, ils sont très gentils, ils sont très gentils, ils sont très gentils. Ils ont su faire miroiter les mots, les gestes, les façons d'être pour que quand Thomas revient, oh, mais ils sont gentils. Ah, ça m'a frappé, ils sont gentils. Ils ont su l'attirer. Ce que Thomas a caché à sa tante, c'est qu'il assiste régulièrement à des prêches de Fabien Klein, le soir, après la fermeture du garage. Le tout jeune converti semble fasciné par cet idéologue qui, à coup de citations du Coran, justifie la guerre sainte et l'urgence de rejoindre l'État islamique. J'ai senti tout de suite sa façon d'être très mal à l'aise. Et là, il s'est mis à se balancer. J'ai trouvé mon paradis, il faut que je parte, faut que je m'en aille. Et là, il a sauté dans sa voiture, il est parti. Il a tout laissé ses affaires. Il n'a rien pris. Il est monté dans sa voiture avec ses papiers, son blouson, c'est tout. Mi-février, un mois après Charlie Hebdo, Fabien Klein et ses recrues prennent la route du djihad, direction Raqqa. Un convoi de 4 voitures. Pour limiter les risques en cas d'arrestation, Klein a demandé à Thomas de prendre en charge sa femme et ses 3 enfants. Chacun son itinéraire, mais les 4000 km de périple seront jalonnés d'imprévus. Ils mettront 3 mois avant de parvenir en Syrie. Visiblement, certains, pas Fabien Klein, mais certains de ses complices sont refoulés à la frontière grecque, peut-être plusieurs fois. Il y a plusieurs tentatives de passage de frontière. Donc tout ça s'étale sur quelques semaines, quelques mois. C'est un peu difficile à dater. Néanmoins, ils finissent par arriver à leur fin, alors que dans ce convoi, il y a quand même Fabien Klein, qui est un personnage historique du djihad français et qui visiblement
peut passer plusieurs semaines à franchir plusieurs frontières européennes avant de gagner la Syrie sans être intercepté. Oui, il aurait été mieux d'éviter qu'il puisse partir là-bas, mais on voit bien que tous les pays en Europe sont confrontés au même problème, qu'il suffit de sortir d'une frontière, de prendre un avion pour la Turquie, et il n'y a rien de plus facile. C'est ça toute la difficulté, c'est que les terres de combat se sont rapprochées de l'Europe et qu'elles permettent par n'importe quel moyen, bateau, avion, bus, d'aller là-bas. Donc il était quasiment impossible d'empêcher physiquement Fabien Klein, par exemple, de partir en Syrie. C'était impossible. C'est impossible d'empêcher un nombre important d'individus de partir. Si on concentrait toutes les forces de la police sur 2 ou 3 individus, on arriverait à empêcher ces individus de partir. Mais ce n'est pas possible. On est dans un pays de liberté. Tant que ces gens-là n'ont pas commis des délits ou des crimes, on ne peut pas les interpeller, on ne peut pas les incarcérer. Non seulement le groupe de Klein parvient finalement à rallier la Syrie, mais les enquêteurs vont faire une découverte embarrassante. Fabien Klein aurait préparé un attentat sur le sol français alors même qu'il fuyait le pays. L'homme qui a été arrêté est un Algérien, un étudiant en informatique de 24 ans. Il était déjà connu des services de renseignement. Sid Ahmed Glam, l'homme de 25 ans, est suspecté d'avoir planifié un attentat contre une église de Villejuif en avril 2015. Un bain de sang est évité, mais Glam aurait eu le temps de faire une victime, Aurélie Châtelain, une prof de fitness de 32 ans. Dans l'ordinateur de l'apprenti terroriste, les enquêteurs retrouveront la trace de Fabien Klein. Soupçonné d'avoir téléguidé Glam à distance via des messages cryptés. On a retrouvé dans les échanges électroniques de Sid Ahmed Glam plusieurs messages, des consignes qui lui étaient sans doute envoyées de Syrie et qui lui demandaient d'aller chercher des véhicules dans des garages, des armes, etc. 2 noms étaient cités comme intermédiaires, Thomas Maillet et un certain Macrem surnommé Vega. Or, ces 2 intermédiaires apparaissent comme les 2 dernières recrues de Fabien Klein et deux des personnes avec qui il est parti en Syrie. Donc c'est par l'entremise de ces 2 intermédiaires que Fabien Klein apparaît dans un projet d'attentat sur le sol français. En a-t-il lui-même été le commanditaire ? A-t-il seulement radicalisé 2 personnes qui ont participé au projet? On ne sait pas encore exactement quel est son rôle dans ce projet d'attentat, mais son nom apparaît de toute évidence. Quel est le rôle exact de Fabien Klein? L'énigme obsède les autorités françaises. À Raqqa aujourd'hui, il serait l'un des cadres de la branche média du groupe État islamique. Est-ce à ce titre qu'il a revendiqué les attaques du 13 novembre? Ou en est-il l'un des commanditaires? Les enquêteurs cherchent encore. L'insaisissable Fabien Klein plane sur les dossiers terroristes. De Mera à Glam, du Caire au Bataclan, omniprésent sans jamais laisser de preuves. Sa dernière proie, Thomas, l'aurait quitté aussitôt arrivé en Syrie. Il a rejoint un groupe djihadiste basé près d'Alep. Quant aux morts-vivants du djihad, ils hantent de plus en plus les palais de justice. Devant les juges, le nom d'Omar Homsen revient sans cesse dans la bouche des revenants. Omar Diaby est un grand manipulateur. Il a joué avec mes émotions. Omar Diaby m'a envoûté avec ses prêches. Sa voix m'obsédait. Il m'a fait croire à de belles choses. Pour lui, la guerre c'était tout beau, tout rose. Dans quelques jours, Youssef sera lui aussi face à un juge. Il a passé 1 mois en Syrie, en 2014. À 15 ans, il était alors une cible idéale pour la propagande d'Omar Homsen. Il n'a pas rencontré directement le recruteur, mais ce sont en partie ces vidéos qui auraient provoqué, dit-il, un déclic. C'est de leur faute. Redevenu aujourd'hui un lycéen presque comme les autres, il dit avoir ressenti à l'époque une addiction malsaine à ces images violentes qu'un camarade de classe radicalisé lui montrait toute la journée. Cette personne m'a montré des vidéos vraiment
atroces, des personnes qui se faisaient tuer en direct. Je me sentais mal, j'étais dégoûté, je dormais plus la nuit. Et puis petit à petit, je faisais que regarder ces vidéos, toujours en boucle, en boucle, en boucle. Et je savais que ça me faisait mal, mais c'était comme si j'avais besoin de regarder ces vidéos, je me sentais mal. Et ça fait vraiment un choc quand on n'a que 15 ans et qu'on voit ça qui nous tombe sur la tête. Surtout si on n'a jamais vu ça de toute notre vie, c'est vraiment éprouvant. Lorsqu'il est parti en Syrie, il n'était pas encore question d'État islamique ni d'attentat. Les recruteurs comme Omar Homsen vendaient aux plus jeunes un djihad humanitaire, un soutien au peuple syrien au nom de l'entraide entre musulmans. Je me suis rendu compte qu'on m'avait totalement menti, que le contexte n'était pas du tout vrai, que les gens que je devais aider, je ne les ai même pas vus, je les ai pas vus, j'ai même pas eu l'occasion de leur parler, ni de leur aider, ni de rien faire. Et là, j'étais répugné parce qu'on m'a utilisé pour servir une autre cause que celle pour laquelle j'étais parti au départ. C'est ça qui m'a répugné. T'as même pas vu la population syrienne? J'ai pas pu les aider, j'ai rien fait, j'ai pas pu les aider. Ils m'ont dit, toi, ton djihad, c'est d'alimenter les pages Facebook. Ils nous disent de mettre des photos d'enfants morts, d'enfants déchirés, pour pouvoir sensibiliser les jeunes qui sont notamment en France, et comme pour leur laisser un message de leur dire venez les aider. Et puis par la suite, on se rend compte qu'avec les semaines qui passent, les paroles elles changent, le discours il devient de plus en plus rude. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est fini, il faut qu'on parte, sinon ça va mal tourner. Depuis quelques mois, le nombre de retours de djihadistes français est en nette augmentation. En mai 2016, près de 250 revenants attendraient d'être jugés. Et voilà pour ce document tout à fait étonnant et dont on va reparler, document signé Romain Boutilly et Antoine Husser. On se retrouve ici au Champ de Mars. On est à l'endroit même où se tenait au mois de juin pendant l'Euro la fan zone parisienne qui était considérée comme un endroit à risque. On craignait beaucoup un attentat de masse et puis finalement, il n'a pas eu lieu ici. Il a eu lieu quelques jours plus tard, le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale à Nice. On va en reparler. On se retrouve avec vous, Christophe Rougier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commandant de police, vous êtes le porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le syndicat des services de renseignement. Alors, on vient de voir des jeunes niçois qui sont partis faire le djihad. Et puis, on l'a dit, c'est à Nice qu'a eu lieu cet été le plus épouvantable des attentats, le plus meurtrier jamais commis en Occident par un homme seul. 86 morts à ce jour. Qu'est-ce qu'on peut établir comme lien entre le fait qu'il y ait autant de jeunes radicalisés qui sont partis de Nice vers la Syrie et puis cet attentat qui a eu lieu à Nice? On voit bien depuis ce reportage que la France a été touchée à 3 reprises, à Magnanville, les policiers qui ont été tués, à Nice et à Saint-Étienne-de-Rouvray. On voit donc ces jeunes, niçois ou autres, cyber-djihadistes et leur influence. Actuellement, ils sont en train de mener une guerre contre nous. Ce n'est pas des gentils organisateurs qu'on voit dans ce reportage, c'est des individus qui veulent la mort de nos démocraties, qui ont fait fuir des milliers de Syriens qui viennent en Europe, qui ont fait partir des jeunes Européens sur les terres de combat et qui demandent tous les jours à des Français de faire des attentats. Et pour cela, ils utilisent le cyber-djihadisme. Alors, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui ont été recrutés par Omar Homsen, et puis il y a ceux qui ne sont jamais partis nulle part. À Nice, en l'occurrence, on a quelque chose de très mystérieux en ce qui concerne le profil du terroriste. C'est bien là la difficulté des services de renseignement, c'est qu'on a de nombreux profils différents d'individus qui partent combattre là-bas et qui sont dangereux parce qu'ils peuvent revenir nous attaquer. Des individus qui aussi sont parfois faibles psychologiquement et qui répondent à ces appels de ces cyber-djihadistes. Et je crois que là, on a un véritable problème. Comment peut-on permettre aujourd'hui à ces jeunes qu'on voit sur ce reportage, depuis leur temps dans le désert, de faire de la propagande, d'utiliser des messageries cryptées contre nous, contre nos démocraties? C'est nous qui fournissons aujourd'hui ces armes technologiques de communication
à ces individus. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est nous qui leur fournissons les armes de communication? Parce que là, on a vu le recruteur Omar Homsen, il est sous sa tente avec son petit Macintosh, il a du Wi-Fi et ça lui suffit à faire sa propagande? Oui, il utilise tout le réseau Internet, il utilise les messageries cryptées, WhatsApp, Telegram, c'est-à-dire toutes ces messageries qui sont fournies par les Occidentaux et qui leur permettent d'assurer la propagande, de recruter et de préparer des attentats terroristes. Je crois que nous marchons sur la tête. Il faut que cela cesse. Soit nous sommes en guerre, ce n'est pas des mots, soit alors nous prenons des mesures pour pouvoir lutter contre ce cyber-djihadisme. Et on les a, les mesures? On a les moyens techniques de brouiller, d'empêcher le cryptage, d'empêcher les terroristes de communiquer entre eux? Ou est-ce qu'ils vont plus vite que nous, qu'ils trouvent toujours un nouveau moyen de communiquer? C'est toujours une lutte, vous savez, sur l'évolution technologique. Mais aujourd'hui, ces gens utilisent ces technologies. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, si les réseaux de renseignement, si les scientifiques n'avaient pas réussi à décrypter la machine Enigma, nous aurions sans doute perdu la guerre de l'Atlantique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas des besoins, des capacités technologiques et législatives qui nous permettraient d'intervenir et de mettre fin à ce cyber-djihadisme. Et vous et les policiers qui travaillent à l'antiterrorisme se plaignent encore aujourd'hui d'un manque de moyens techniques? Alors, incontestablement, à chaque fois, après les nouveaux attentats, nous avons eu des nouvelles lois qui ont permis des avancées législatives, techniques, financières, qui peuvent permettre de mieux lutter contre ce terrorisme. Mais aujourd'hui, les services de police européens et français sont dans le brouillard, parce que nous n'arrivons pas, par exemple, à capter les communications interpersonnelles entre deux djihadistes qui préparent un attentat. Pourquoi? Quelle est la différence entre le fait d'écouter quelqu'un sur un réseau comme Orange ou sur WhatsApp? Aucune, d'un point de vue des libertés. Donc il faut permettre à ces services de renseignement de pouvoir le faire. Alors, on revient sur ce tueur fou de Nice avec son camion, entre Omar Homsen, les jeunes que l'on a vus là dans le reportage en Syrie, et puis cet attentat du 14 juillet. Comment est-ce qu'on explique qu'à part la Seine-Saint-Denis, les Alpes-Maritimes soient le département d'où sont partis le plus grand nombre de jeunes djihadistes en Syrie? Vous savez, c'est toujours des contextes locaux. Il suffit qu'il y ait quelques individus, par exemple, qui fassent de la propagande sur place, qui sont dans des cités, et vous avez des départs de quelques dizaines d'individus. Mais d'autres endroits, comme à Toulouse par exemple, sont des terres de départ pour le djihad, parce que nous avons un terreau salafiste qui est présent, parce que nous avons des conditions qui permettent le départ de ces jeunes vers les terres de combat. Et des recruteurs comme Omar Homsen, qu'on croyait mort, on a révélé dans ce reportage qu'il était toujours vivant, à eux seuls, ils jouent un rôle important? Si on a Nice, si on a Toulouse, on peut dire que ce sont les frères Klein, que c'est Omar Homsen principalement? Bien sûr, c'est des hommes clés, puisqu'ils sont au centre du dispositif, ils assurent la propagande et ils sont d'autant plus dangereux. Ce n'est pas juste des combattants qui sont fanatisés, qui vont là-bas. C'est des individus qui réfléchissent, qui mettent en place des stratégies pour faire venir des gens à eux et commettre ces actes terroristes. Alors, le terroriste, il peut être au milieu de la ville, n'avoir pas donné de signes qui permettent de le détecter. C'est un peu ce qu'on a vu à Nice. Et puis, il peut être aussi là-bas, donc jeune djihadiste. Là, pour la première fois depuis longtemps à la télévision, on les a entendus, ces gamins, ces jeunes niçois qui ont suivi Omar Homsen. On voit qu'ils n'ont pas inventé la poudre, qu'ils ne sont pas très malins. Ils essaient de nous faire croire qu'ils sont presque en vacances. En fait, on sait que quand même, ils font la guerre, que quand même, ils ont tué souvent, que certains d'entre eux ont été tués. Est-ce que ces gamins, encore une fois, qu'on vient de voir, ce sont eux le principal danger? Est-ce que c'est ça que vous craignez le plus, c'est leur retour? C'est un des dangers. Et malheureusement, c'est toute la difficulté. Les services de police et de renseignement doivent lutter contre l'ensemble des menaces. Elles sont variées. Mais ce danger est important. Ces retournistes, comme on les appelle, ce sont des individus qui vont revenir de ces terres de combat un jour ou l'autre, forcément, mais qui auront acquis un savoir-faire en matière de terrorisme, un savoir-faire en matière de combat, et qui seront en jeu pendant des années. C'est ça toute la difficulté. Quelle mesure va-t-on prendre? Une mesure de prison, une assignation en résidence pendant quelques temps, et puis après. Donc voilà, nous avons tout ce problème, et il faut un débat vraiment de fond de la société pour prendre des mesures contre des individus sur le long terme. Et il ne faut pas uniquement des mots dans les médias, il faut des mesures concrètes, il faut que les moyens soient là pour les policiers qui puissent travailler, des logiciels performants au niveau informatique, une plateforme d'écoute judiciaire qui fonctionne, pas qui bug en permanence. Est-ce qu'elle bug vraiment, votre plateforme d'écoute, là, en soi? En permanence. Elle est plus connue aujourd'hui pour son coût faramineux et ses bugs en permanence que son efficacité. Donc voilà, il faut cela, il faut alléger la procédure pénale. On a eu des annonces qui ont été faites il y a un an par le Premier ministre, mais pour l'instant, pas de réponse. Donc il faut toutes ces mesures et écouter les policiers et les magistrats pour avoir des mesures efficaces. Mais depuis le 11 janvier, depuis Charlie Hebdo et l'hypercachère, les politiques nous disent on renforce les moyens et tout. Vous les avez vus quand même arriver, ces renforts?
Oui, ces moyens, ils arrivent. Toutes les lois sur le renseignement ont permis d'être plus efficaces. Des nouvelles mesures législatives, financières, techniques, qui permettent aux policiers effectivement d'être là. Pour les renforts, c'est un petit peu plus long. Vous savez, on a un problème, nous, c'est le temps entre l'annonce politique et l'arrivée dans les services de ces renforts, de ces moyens. Et le temps de la justice et de la police est différent de celui de l'annonce politique. Merci beaucoup, Christophe Rouget. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, c'est-à-dire ces services de police qui travaillent sur le renseignement et l'antiterrorisme. Merci de nous avoir rejoints pour ce hors-série, le dernier de l'été de Complément d'enquête. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à la réalisation. On se retrouve le 1er septembre pour une nouvelle saison de Complément d'enquête. Cette émission qui a été créée il y a tout juste 15 ans maintenant par Benoît Duquesne. Merci et très bonne soirée sur France 2.